Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose un hors-série, donc un épisode un peu particulier qui permet de revenir sur l'actualité dans l'affaire du petit Émile. Je précise qu'aucune décision définitive n'a été rendue à ce stade dans cette affaire, donc toutes les personnes qui seront citées sont à ce jour évidemment présumées innocentes. L'affaire du petit Émile commence en réalité comme l'affaire de la disparition de ce petit garçon blond de 2 ans et demi, dont on a tous vu la photo sur les chaînes de télé ou sur les réseaux sociaux. Le samedi 8 juillet 2023, alors qu'il se trouve dans la résidence secondaire de ses grands-parents maternels pour les grandes vacances, le petit Émile disparaît au Vernet. Les grands-parents y passent toutes leurs vacances depuis une vingtaine d'années et ils sont donc assez bien connus des habitants du village. Pourtant, cette journée avait commencé dans une ambiance très joyeuse et familiale, puisque les grands-parents reçoivent chez eux 8 de leurs 10 enfants. Marie, qui est leur fille aînée, est aussi la maman d'Émile. Et ce matin-là, elle l'a déposé le petit garçon chez ses grands-parents, puis elle est repartie. Il est donc entouré de ses oncles, de ses tantes et de ses grands-parents chez qui il va passer les vacances. Vers 17h, Émile est en train de jouer dans le jardin, en attendant de partir en balade avec ses grands-parents. Mais à un moment, il se serait aventuré dans la rue, puisque c'est ce qui est rapporté par 2 témoins qui le voient dans le village. Tous les deux disent la même chose. Ils disent l'avoir vu vers 17h15 en train de marcher seul dans une impasse du village. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait disparu, puisque dès 17h30 environ, ses 2 grands-parents partent à sa recherche et ne le trouvant pas, ils vont signaler sa disparition aux gendarmes aux alentours de 18h15, soit près de 3/4 d'heure plus tard. Dès l'information de sa disparition, elle est prise très au sérieux par les gendarmes, puisque dès ce soir-là, des battues vont être organisées. Les moyens déployés sont assez importants, notamment en raison de l'âge du petit enfant disparu, qu'on a évidemment intérêt à retrouver très rapidement. Des sapeurs-pompiers organisent les recherches auxquelles participent une centaine de citoyens. Il y a aussi un hélicoptère et une équipe cynophile qui viennent appuyer les battues. Les recherches durent jusqu'à environ 3 heures du matin et couvrent près de 12 hectares autour du lieu de disparition qui a été signalé, mais malheureusement ce jour-là on ne retrouve rien. Dès le lendemain, le procureur de la République de Digne-les-Bains, qui est en charge de l'enquête, Rémi Avon, lance un appel à témoins qui va être suivi d'une multitude de signalements et de témoignages, mais la plupart d'entre eux vont s'avérer vains et ne vont rien donner. Le petit garçon reste introuvable. Les battues continuent et regroupent encore plus de monde. Près de 200 citoyens viennent soutenir les enquêteurs et les pompiers le dimanche et vont participer aux recherches. La piste d'un enlèvement va très rapidement être privilégiée, même si bien sûr à ce stade, aussitôt dans l'enquête, il ne s'agit que d'une théorie parmi d'autres. En effet, l'équipe cynophile va signaler que les chiens ont repéré la trace de l'enfant à 20 mètres autour de la maison, puis plus rien, ce qui laisse penser qu'on l'aurait à ce moment-là placé dans un véhicule. Mais les autres pistes ne sont évidemment pas laissées de côté, certaines d'ailleurs beaucoup plus loufoques que d'autres. Par exemple, un spécialiste de la faune de cette région est contacté afin de savoir s'il est possible que l'enfant ait été enlevé par un aigle royal, et il va très rapidement confirmer que non, ce n'est pas possible. Du côté des pistes un peu plus sérieuses, on n'exclut pas la possibilité que le petit Émile se soit échappé seul et perdu dans la forêt ou la montagne qui avoisine la maison de ses grands-parents, ce qui d'ailleurs est corroboré par les 2 témoins. Le lundi 10 juillet, alors que l'enfant a disparu depuis près de 36 heures, c'est près de 800 volontaires qui vont aider à ratisser un périmètre encore plus large, mais là encore une fois, aucun indice n'est retrouvé. Le préfet du département annonce que les enquêteurs considèrent que le pronostic vital du petit enfant est forcément engagé. En raison de son âge, des températures la nuit et de la topographie des lieux qui sont en fait constitués de vallées, de forêts et de montagnes, les enquêteurs pensent qu'il y a très peu de chances que l'enfant soit retrouvé en bonne santé, voire qu'il soit retrouvé vivant. Du côté de la famille, on voit apparaître sur Facebook des appels à des prières collectives, ainsi que l'information sur une messe qui sera célébrée en l'honneur de Saint Pancrace de Rome, qui est le saint patron des enfants dans la religion chrétienne. Ce qu'il faut savoir sur la famille d'Émile, c'est qu'il s'agit d'une famille très croyante, catholique pratiquante et traditionnaliste. Elle est décrite par les voisins comme étant assez isolée. Les grands-parents ont eu 10 enfants, dont la maman du petit Émile, certains sont encore très jeunes. Et ces enfants ne sont pas scolarisés, ils suivent les cours à la maison. La famille se rend à la messe traditionnelle célébrée en latin et ils organisent aussi chaque année un concert de musique classique dans l'église. En bref, la religion, c'est quelque chose de très important pour cette famille. Les enquêteurs vont aussi s'intéresser aux convictions politiques des parents d'Émile, puisqu'il peut s'agir d'une piste et constituer par exemple un mobile de vengeance. Les parents de l'enfant ont à un moment été membres du Bastion Social, donc c'est un mouvement de droite voire d'extrême droite, et le père d'Émile s'est présenté sur la liste du Rassemblement national pour les élections régionales de 2021. D'ailleurs, ce dernier a été mis en cause dans un procès impliquant un groupe du Bastion national qui a agressé un couple d'origine maghrébine. Alors qu'ils étaient réunis pour participer à une manifestation d'extrême droite dans l'après-midi qui a été organisée à Aix, des membres du Bastion social ont agressé le couple alors que ce dernier se trouvait dans sa voiture. Ils se sont rués sur le véhicule,
ont frappé le couple et ont proféré des insultes racistes et islamophobes, mais il faut préciser que le père d'Émile a été relaxé dans cette affaire. D'ailleurs, les premières prises de parole des parents de l'enfant vont être accordées au journal La Famille chrétienne. Le grand-père d'Émile a lui aussi été mis en cause dans une affaire de violence. Les faits qui lui sont reprochés remontent aux années 90. À cette époque, il est encadrant dans un pensionnat de garçons dans le Pas-de-Calais, mais ce n'est que bien plus tard, entre 2014 et 2017, que plusieurs plaintes seront déposées, le mettant en cause lui ainsi que 5 autres membres du personnel du pensionnat. Il est accusé par d'anciens pensionnaires de faits de maltraitance, ce qui n'est évidemment pas sans rappeler d'autres affaires plus récentes. Une instruction a été ouverte suite à ces dénonciations et le grand-père a été placé sous le statut de témoin assisté. C'est normal que l'enquête se concentre sur le milieu familial qui en plus là est un peu particulier, mais évidemment les recherches matérielles sur place ont continué. Une instruction a été ouverte en juillet 2023 pour permettre davantage d'investigations. Par exemple, tous les téléphones qui ont borné dans la zone de disparition ont été analysés et comparés avec les personnes fichées pour violence ou pédophilie, mais cela n'a rien donné. Des membres de la famille ont également été placés sur écoute et une reconstitution a été organisée en mars 2024. La plus grande avancée dans l'enquête arrive par hasard à ce moment-là, plus précisément le samedi 30 mars 2024, soit plusieurs mois après la disparition de l'enfant. Une femme est en randonnée dans la région lorsqu'elle repère, au milieu d'une zone boisée, à environ 30 minutes à pied du village, ce qui lui semble être un crâne humain. À ce moment-là, elle est sans téléphone, elle décide alors de s'emparer du crâne, de le placer dans son sac et de l'emmener à la gendarmerie. Plus tard, elle confie aux journalistes qu'elle savait dès ce moment-là qu'elle avait découvert le crâne du petit Émile. Alors évidemment, la façon dont elle s'y est prise a suscité de vives réactions, elle a été très critiquée, mais pour ma part, je me mets juste à la place d'une femme de 60 ans qui part en randonnée, qui sans téléphone découvre un crâne humain et essaye de faire au mieux pour le ramener aux enquêteurs. Lorsque les gendarmes retournent sur le lieu où le crâne a été découvert avec la randonneuse, ils réalisent que cette zone a déjà été fouillée à plusieurs reprises. Évidemment, ça laisse croire que le crâne aurait été déposé récemment, en tout cas après les fouilles qui y ont été effectuées, ou bien qu'il aurait été déplacé en raison de mouvements naturels, ou encore éparpillé par des animaux. Et l'information la plus récente dans cette affaire date d'aujourd'hui, soit du mardi 25 mars 2025. Ce jour-là, on apprend que 4 membres de la famille du petit Émile ont été placés en garde à vue pour être auditionnés pour des faits d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Pour l'homicide volontaire, c'est assez clair, c'est le meurtre. Concernant le recel de cadavres, ça veut dire que les enquêteurs pensent qu'une ou plusieurs personnes qui n'ont pas participé au meurtre sont intervenues par la suite afin de cacher le corps ou bien de le faire disparaître. Les personnes placées en garde à vue sont les 2 grands-parents maternels chez qui l'enfant séjournait, ainsi qu'un oncle et une tante. Ces gardes à vue sont les premières qui ont été décidées depuis le début de l'enquête, et des perquisitions sont également menées dans la résidence du Vernet, ainsi que chez eux, dans la commune de la Bouilladisse, où ils résident habituellement. C'est une commune qui est située à environ 30 km de Marseille. Un véhicule et une remorque à chevaux qui appartiennent aux grands-parents ont également été saisis. Dans son communiqué, le procureur de la République indique que d'autres opérations sont en cours. Mais pour respecter le secret de l'instruction, il n'y a pas plus d'informations, pas plus de précision supplémentaire qui est apportée à ce stade. Alors évidemment qu'il s'agit d'une avancée de l'enquête et un placement en garde à vue à ce stade de l'instruction n'est pas anodin. Par contre, il faut aussi rappeler que personne n'a été mis en examen ou même placé sous le statut de témoin assisté dans cette affaire. En réalité, pour placer une personne en garde à vue, il suffit d'avoir des soupçons. C'est pas nécessaire d'avoir des preuves très solides, donc il faut faire très attention en interprétant cette mesure. Il faut attendre la fin des gardes à vue pour connaître la suite de l'instruction et savoir si ces 4 personnes seront mises en examen par le juge d'instruction ou non. La durée commune du garde à vue, c'est 24 heures, mais elle peut être prolongée jusqu'à 48 heures, donc on aura très certainement la réponse mercredi ou jeudi. Évidemment, je vous tiendrai informé de la suite. C'est tout pour aujourd'hui et pour les dernières avancées dans cette affaire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, bonne soirée et à bientôt dans les secrets du crime.